passé? Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vous retrouve en cette rentrée et j'en suis très heureuse, surtout qu'il va se passer pas mal de choses nouvelles sur Paix et Guerre cet automne. Nous allons parler d'un certain nombre de choses ce soir. Je fais toujours cette émission avec Raphaël Berland qui nous a concocté un zapping qui annonce un peu ce dont je vais parler. Avant de passer à ce zapping, je voulais vous dire que donc j'ai lancé il y a 15 jours maintenant le cercle Paix et Guerre, le cercle des amis et des fans de Paix et Guerre, puisqu'il faut des sous-catégories, dans lequel je vous engage à venir et à vous inscrire parce que, outre tous les contenus de la chaîne telle qu'elle est aujourd'hui, qui vont d'ailleurs s'agrandir avec le début des entretiens, probablement à la fin du mois, au début octobre, enfin je vais voir le plus tôt possible en tout cas. Il y aura pour les membres du Cercle Paix et Guerre, des contenus différents en plus, exclusifs, qui leur seront réservés. Donc pour cela, il suffit de vous abonner, c'est très raisonnable, je pense. Enfin en tout cas j'ai voulu le faire pour ça, comme ça. Et donc c'est facile, c'est sur la chaîne, voilà, vous avez rejoindre, vous avez un petit bouton et après on vous dit comment faire. Il y a 2 types d'abonnements, soit vous êtes un ami, soit vous êtes un fan et selon le statut, et la fidélité, enfin il y a tout un système. Bon, c'est YouTube qui propose tout ça. Voilà, je me suis initiée à tout cela. Donc je vous remercie de nous rejoindre, de rejoindre le cercle. Mais pour l'instant, ce soir, nous faisons un dernier direct ouvert à tous. Il y en aura d'autres, c'est pas le dernier en fait. Il y en aura d'autres, mais plutôt d'opportunités entre guillemets par rapport à l'actualité. Et désormais, pour les membres du cercle, il y aura une fois par mois un grand direct qui sera un direct récapitulatif de ce qui m'a semblé important dans le mois écoulé. Et puis, bien sûr, il y a des vidéos que j'ai appelées les clés du monde, qui sont des vidéos hebdomadaires, peut-être un peu plus après, on verra, pour les fans, là aussi. Donc, voilà, on passe au zapping tout de suite. Raphaël, c'est à vous. Vous avez la main. Très bien, je lance le zapping. J'en profite pour dire bonsoir à tous les internautes et préciser qu'il y aura également très certainement, très prochainement, des entretiens intitulés des entretiens très particuliers qui seront également réservés aux adhérents. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et pour tout le monde, ça s'appellera géopolitiquement incorrect. Tout un programme et ça va commencer d'ici quelques semaines, enfin dès que je vais pouvoir le mettre en place concrètement. Voilà. Sans transition, donc le zapping. Le zapping. D'après les informations de nos confrères du Wall Street Journal, le patron de Telegram était dans le viseur de la justice française depuis près de 10 ans, depuis les attentats de 2015. C'est dans ce contexte qu'en 2017, dans le cadre d'une opération conjointe, la France et les Émirats arabes unis piratent l'iPhone de Pavel Durov. L'homme est espionné, il est surveillé, mais dans le même temps convié à la table du président. Il y a une autre révélation du Monde, Nivine, c'est que Pavel Durov, il n'aurait pas rencontré une seule fois le chef de l'État, mais en fait, il l'aurait rencontré à plusieurs reprises. Exactement. Et ces rencontres, ne figuraient pas à l'agenda officiel du président. Ces rendez-vous étaient en revanche mentionnés dans son dossier de demande de naturalisation. Interrogé par Le Monde, l'entourage du chef de l'État conteste le qualificatif de multiples rencontres, évoquant 1 ou 2 rendez-vous, sans plus de précision sur les dates ou sur leurs motifs. Pavel Durov estime, lui, être proche du président. Lorsqu'il est arrêté samedi soir, il explique qu'il doit dîner avec le président. Selon les révélations du Canard enchaîné, un conseiller d'Emmanuel Macron raconte ainsi: il nous en a fait revenu qu'il s'était prévalu d'un rendez-vous imaginaire avec le chef de l'État et qu'il s'était également vanté de nombreuses connaissances haut placées. Ce conseiller qui ajoute: le président n'était absolument pas au courant de la venue de Pavel Durov à Paris. D'ailleurs, ce soir-là, il était tout touqué.
I've done some stuff personally in the past. I'm not planning on doing that this time. And that includes, not endorsing either of the candidates. Now, look, there's obviously a lot of crazy stuff going on in the world. The historic events over over the weekend. And, on a personal note, it's, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But look, it's, and I think, look, it's, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. And I think that's why a lot of people like the guy. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes là parce que c'est officiel. Moins d'un mois après la réception des premiers F-16, les Ukrainiens ont eu leur première perte au combat avec un F-16, mais encore plus grave, j'ai envie de vous dire, un de leurs pilotes les plus expérimentés, call sign Moonfish, qui était également très médiatisé. La presse américaine parle d'une erreur du pilote. Et l'autre point va être un petit peu lié, et je vais le mettre avec l'erreur mécanique. Si vous avez un souci au niveau de votre avion, du fait du faible nombre de F-16 dans le pays et de leur grande valeur, eh bien, il est possible que le pilote veuille tenter de ramener l'avion à tout prix. Numéro 2 des rumeurs qu'on entend, c'est un bombardement de la base. C'est intéressant de revenir pour expliquer le danger de la guerre de la communication et des images. La base est localisée grâce à ces images diffusées par les Ukrainiens. On entend également maintenant des sources qui viennent de certains politiques ukrainiens comme quoi ce serait un tir fratricide, un patriote qui aurait ouvert le feu. Dans les autres rumeurs qui traînent sur Internet, vous avez le tir de la part des Russes qui l'aurait abattu avec un missile longue portée. Et précisons qu'on a la traduction. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il faut châtier le langage. Okay. Vous croyez? On est dans la situation, dans le cru de la situation. Il a dit que voilà, c'est les bâtards des Russes qui sont devant nous. Donc allez-y les gars. Ces images-là, elles sont vraiment intéressantes parce qu'on comprend qu'on se bat vraiment à haut niveau sur le territoire même de la Russie. Louis Sarkozy, vous qui avez dit il faut toujours que les Occidentaux soient plus fermes. Alors là, ils sont fermes. On ne peut pas dire le contraire. Oui, mais c'est tout à la fierté de notre continent, de notre civilisation, qu'on aide ce peuple à se défendre. On n'a pas besoin de gaspiller, pour l'instant, de dépenser des vies. Tant mieux. Le matériel, pourquoi pas? Voilà des propos édifiants. Je vous laisse tout de suite la parole. Je réponds juste à certains commentaires qui réagissaient à votre introduction. Il n'y aura pas vraiment de contenu en moins qui sera gratuit. C'est surtout du contenu en plus. Parce que certains internautes croyaient que tout allait passer, tout parti allait devenir payant. Non, c'est surtout du contenu en plus que vous allez proposer. Ah oui, non, pas du tout. Au contraire, sur PGuerre, tel que vous la connaissez aujourd'hui, cette chaîne, au contraire, il y a toujours la même chose. Et en plus, d'ailleurs, il va y avoir des entretiens géopolitiquement incorrects qui sont ouverts à tous. Le cercle, c'est autre chose, c'est en plus pour faire d'autres contenus et pour pouvoir le faire, il faut un système d'abonnement. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en place. Et là, il y aura des vidéos en plus qui s'appellent les clés du monde hebdomadaires. Et il y aura d'autres types d'entretiens que j'ai appelés les entretiens très particuliers parce qu'il fallait leur trouver un nom, mais qui seront dans la même veine que géopolitiquement incorrect, simplement avec d'autres interlocuteurs. Voilà, c'est pas du tout, je n'enlève strictement rien à Paix et Guerre, ne vous inquiétez pas. Je rajoute un certain nombre de choses et pour le faire, je passe une partie, si vous voulez, à l'intérieur de Paix et Guerre, je crée ce petit cercle. Voilà, pour ceux qui sont particulièrement intéressés, qui ont envie d'avoir un certain nombre d'éclairages supplémentaires que je vais faire. Voilà, que je vais créer. Très bien. Donc, et maintenant, Pavel Durov. Voilà, alors maintenant, Pavel Durov. Bon, c'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire qui est assez intéressante parce que, bon, donc vous avez l'extrait qui a été montré dans le zapping est intéressant parce qu'on voit qu'il y avait donc une relation effectivement entre le pouvoir. En fait, elle a commencé, oui, depuis le milieu des années 2010 finalement,
Et elle s'est surtout intensifiée à partir de 2018 parce que en 2018, Pavel Dourov a quitté la Russie après avoir refusé de donner au FSB, donc à l'ancien KGB, les accès, les possibilités d'ouvrir des backdoors, donc des entrées, si vous voulez, clandestines dans les messageries cryptées, dans sa messagerie cryptée, celle qu'il a créée, pour accéder à des contenus de certaines personnes qui, selon le FSB, devaient faire l'objet d'enquêtes, etc., et d'investigations. Et donc, le FSB souhaitait accéder à ces gens. Bon. Et là, Dourov a dit non et est parti. Il a acquis sa nationalité française quelques années plus tard. Alors, je ne sais pas combien de fois il a vu le président, je ne sais pas ce qui a été fait, mais en tout cas, à l'époque, quand il a quitté la Russie, cet épouvantable régime dictatorial, on l'expliquait que c'était un homme formidable, que c'était un combattant de la liberté et qu'il allait, contribuer à la liberté d'expression dans le monde, n'est-ce pas, avec Telegram. Alors, ce qui est vrai, c'est que Telegram, c'est un réseau considérable, crypté en effet, qu'il y a une forme de modération, et d'ailleurs, ceux qui suivent les fils Telegram, et notamment tous les analystes, tous les observateurs, tous les gens qui font de la recherche, j'allais dire sur source ouverte, se servent beaucoup de Telegram parce qu'il y a énormément d'informations. Évidemment, il faut les tempérer, il faut les modérer, il faut les comment dirais-je, les mettre à leur niveau. Après, c'est tout le travail des analystes, bien sûr, de ne pas avaler tout ce qui est dit sur Telegram de tous les bords, de tous les côtés, sur tous les conflits, sur tous les sujets, pas que sur, bien sûr, l'Ukraine et la Russie. Mais c'est un réseau qui est extrêmement suivi. Il y a quand même près d'1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est quelque chose d'énorme en fait. Et la question, c'est que aujourd'hui, nous sommes quand même dans un contexte de guerre de plus en plus évident, sans équivoque entre l'Occident et la Russie, et que Telegram sert beaucoup aux forces russes, comme d'ailleurs aux forces ukrainiennes, mais aussi aux forces russes, pour un certain nombre de communications, j'allais dire ordinaires, de communications quotidiennes entre eux. Et donc, je pense que les pressions qui sont exercées aujourd'hui sur Pavel Dourov, alors on l'accuse de tous les maux, on le menace de 20 ans de tôle. Les amendes, ça j'allais dire c'est moins grave parce qu'il est extrêmement fortuné. Il a payé la caution de 5 millions d'euros, probablement comme rien. Mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, les services occidentaux, pas forcément français d'ailleurs, mais les services occidentaux ont besoin d'avoir des accès à Telegram pour peut-être stopper ou pour écouter ou pour arrêter un certain nombre ou pour gêner la Russie au plan militaire sur le terrain, sur des choses extrêmement concrètes, et que pour ça, il faut avoir les clés de Telegram. Donc, comment fait-on pour avoir les clés de Telegram ? Éventuellement, on peut faire tomber Pavel Dourov dans un piège, puisque donc il était en confiance, il s'imaginait qu'il n'était pas accessible à un mandat. Je pense d'ailleurs, et j'avais cru comprendre d'ailleurs qu'il n'était pas au courant qu'il y avait ce mandat contre lui, qu'il l'a su dans son avion, en route pour le Bourget. Allait-il y voir Emmanuel Macron ? Ça m'étonnerait parce que, ça c'est classique de dire « Ah mais non, mais j'allais voir le président, ah mais je connais un tel, ah mais je connais un tel hein. ». Quand vous êtes sur le point d'être arrêté, c'est un grand classique d'essayer d'impressionner finalement ceux qui viennent vous arrêter. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il ait dit ce genre de choses et qu'elles puissent être fausses. Ce qui est probable, c'est que juste des pressions ont été exercées sur la France pour que le piège se referme et que justement on se sert de la confiance qu'il pouvait avoir et qui faisait qu'il allait au Bourget sans s'inquiéter pour subitement refermer la nasse et considérer qu'il est indocile et que tant qu'il n'aura pas accepté de donner les accès
dont nous avons besoin ou dont d'autres services occidentaux peuvent avoir besoin, eh bien, on va lui coller sur le dos tout un tas de motifs. Il a été mis en examen, je crois bien, donc il est sorti, mais il ne peut pas quitter le territoire. Et on l'accuse de tout. On l'accuse de tout. On l'accuse de complicité de blanchiment, de complicité dans des affaires de terrorisme, de complicité. Enfin, la liste des chefs d'accusation est un peu folle. C'est comme si on accusait les constructeurs automobiles d'être coupables pour les accidents qui sont causés par leurs véhicules, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas mettre un certain nombre de systèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir évidemment de modération, éventuellement, y compris sur Telegram, comme sur tous les réseaux. Moi, je trouve ça assez logique. Mais on voit bien que la modération, c'est l'autre mot désormais, c'est le mot gentil pour parler de censure, tout simplement. Et d'infiltration. On souhaite pouvoir infiltrer ce réseau. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que Raphaël a mis en second lieu, c'est-à-dire le petit extrait de l'interview de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est celui qui a Facebook, c'est Meta, quoi. C'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc c'est colossal aussi. C'est un autre réseau colossal. Et voilà que Mark Zuckerberg vient d'écrire une lettre, ce qui est quand même assez extraordinaire, au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants américains, donc au Congrès en quelque sorte, enfin pas au Sénat, mais Chambre des représentants, dans laquelle il avoue qu'il a été lui aussi soumis à des pressions à la fois de la CIA et du FBI, et de la Maison-Blanche d'ailleurs, et qu'il a cédé à ces pressions et à des demandes pour notamment ne pas livrer les informations qui se trouvaient sur le portable du fils de Joe Biden, le fameux Hunter Biden. Alors, ces informations concernaient beaucoup de choses, pas seulement les affaires de drogue et de pornographie liées au fils Biden, mais aussi des informations concernant le Covid. Il aurait supprimé des trades, il aurait et on lui avait aussi demandé d'ailleurs de restreindre la couverture donnée par son réseau à l'interview faite par Tucker Carlson de Donald Trump. Là, on voit pas très bien la liberté d'expression, on voit pas très bien en quoi ça peut menacer, n'est-ce pas, l'État. Alors, je veux bien que Donald Trump soit une menace à la démocratie, mais enfin, ça me semble quand même assez spécieux comme dérive. Et donc, en fait, Zuckerberg lui-même a admis avoir exercé une censure, y compris pendant la campagne de 2020. Donc, la campagne qui a vu l'élection de Joe Biden. Et là, c'était à la demande du FBI. Il avait aussi bloqué, Meta avait aussi bloqué RT. Bref. Si vous voulez, on se rend compte qu'on est dans une phase là, bien sûr, c'est dans le contexte de l'élection présidentielle américaine, mais on se rend compte aussi que pour ces grands réseaux et pour l'État profond et pour tous ceux qui, aux États-Unis comme en Occident d'une manière générale, cherchent à contrôler ces canaux alternatifs, ces canaux qui ne sont pas des médias mainstream, justement, de communication, mais aussi d'échange, mais aussi de vie finalement démocratique des populations, autrement que juste en avalant la pilule de vérité quotidienne qu'on leur propose. Eh bien, pour tous ces canaux, la période est dangereuse. Pour tous ces grands réseaux, la période est dangereuse. D'ailleurs, Trump, récemment, je suis pas sûre que ce soit très intelligent de sa part d'avoir dit ça, mais a dit que s'il revenait au pouvoir, il allait s'occuper de Google très sérieusement. Donc, Zuckerberg, dans cette espèce de mea culpa étonnant, où il dit qu'en plus, voilà, il a été ému, lui, Mark Zuckerberg, par le courage de Trump qui, après avoir failli se faire tuer, a levé le poing sur le thème « Je ne me laisserai pas faire, on ne m'aura pas ». Eh bien, peut-être que Mark Zuckerberg a juste peur de ce qui pourrait arriver à Meta si jamais Donald Trump revenait au pouvoir, et que donc il y a une espèce d'évolution là, je dirais pas de retournement de tendance, mais enfin
voilà, de précautions intelligentes prises par lui en l'espèce, mais on voit Musk d'un autre côté. Il y a bien sûr Elon Musk qui lui alors s'est carrément mis dans le camp de Trump, et depuis qu'il a racheté Twitter, essaie d'en faire la nouvelle machine de guerre sur le thème de la liberté d'expression, et il rencontre évidemment des pressions du même ordre, tout aussi importantes, tout aussi lourdes. Je vous en parlerai à la fin de ce direct, enfin à la fin de mes commentaires du début avant vos questions, s'agissant du Brésil, mais évidemment, on a vu ce que Thierry Breton a fait, il a essayé de le menacer, le Congrès a lui-même s'est insurgé, a dit, mais attendez, nous on a le premier amendement, la liberté d'expression, vous n'allez pas vous commencer à nous faire de la censure en Europe. Voilà, donc si vous voulez, il y a ce combat des idées et ce combat de la parole en fait, juste de la possibilité de dire autre chose que ce qui est proposé. Donc, que va-t-il advenir de Pavel Dourov? Va-t-il céder aux pressions? Va-t-il faire un accord? Va-t-il y avoir un arrangement? Je pense qu'on ne le saura pas. De toute façon, la teneur de cet arrangement, s'il y en avait un, sera secrète. Mais je pense que l'enjeu est lié au conflit en Ukraine et est lié au rôle important du réseau Telegram dans les communications militaires des deux parties. Encore une fois, il n'y a pas que les Russes, les Ukrainiens aussi se servent beaucoup de Telegram, mais eux, évidemment, puisque ce sont nos alliés et même ceux qui font la guerre à notre place, en quelque sorte, ça n'est pas eux qu'on va venir gêner dans leur communication militaire, tout au contraire. Voilà pour ce premier point. Alors, je passe au second, qui est l'affaire du F-16. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il y aurait au moins 6 F-16 sur le territoire ukrainien. Il s'est dit, donc, alors, il y en a un qui manifestement est tombé, le pilote est mort, donc il y en a un en moins déjà. Ça fait quelques semaines qu'on dit qu'ils sont là, il y en a déjà un en moins. Donc, effectivement, l'analyste Ateshoi, qui est quelqu'un de sérieux, enfin qui dit beaucoup de choses tout à fait intéressantes au plan militaire, a évoqué un certain nombre de scénarios. Il s'avère probable qu'en fait c'est un tir fratricide. Donc c'est un tir de batterie ukrainienne, de batterie patriote servie par des Ukrainiens ou peut-être avec des aides occidentales, mais enfin en tout cas du côté ukrainien, qui a malheureusement touché cet avion. Ça démontre combien il va être compliqué d'employer ces avions sur le théâtre, sachant qu'ils sont là pour parer, ou en tout cas pour dire qu'ils constituent une aide à l'Ukraine pour parer à la déficience grandissante de ses défenses antiaériennes. Et donc, on explique que maintenant, c'est les F-16 qui vont permettre finalement aux Ukrainiens sur le terrain, aux forces ukrainiennes sur le terrain, de pouvoir avoir une sorte d'air support, quoi, de soutien aérien dans leurs opérations et de protection vis-à-vis, croit-on, des missiles russes, des avions russes, éventuellement. Ça me semble un très mauvais départ. Alors, Ateshoi a aussi montré que la base sur laquelle étaient les F-16, donc dans l'ouest de l'Ukraine, à Ivano-Frankivsk, avait été, comment dirais-je, détronchée, avait été découverte par les Russes a été géolocalisée parce qu'en fait, il y avait un bâtiment sur une image qui a été donnée par les militaires ukrainiens disant voilà les F-16 mais ils n'ont pas fait bien leur boulot entre guillemets. D'abord ils n'auraient rien dû dire, si vous voulez mon avis. C'est tout le problème du secret des opérations. C'est bien la communication, c'est bien de parler, c'est bien de montrer qu'on est fort, qu'on a ci, qu'on a ça. Le problème c'est qu'on n'est pas tout seul à regarder les images. Il n'y a pas que vos copains qui regardent les images, il y a aussi quand même l'ennemi. Et l'ennemi, ça lui a pas échappé, il a reconnu un petit bâtiment et donc il en a déduit où ça pouvait être. Donc cette base a été manifestement déjà localisée par les Russes, mais
cet avion lui-même, probablement, a été abattu par une batterie Patriot, donc tir fratricide. Complications pour la suite. Le Wall Street Journal vient d'ailleurs de dire que l'administration Biden refusait d'envoyer des mécaniciens américains pour l'entretien et la maintenance de ces avions, qu'elle espérait bien que ce seraient les Européens qui allaient s'en charger. Ben voilà, donc ça c'est le scénario dont je parle, scénario qui est ancien. Enfin, c'est la grande tendance, c'est-à-dire de coller maintenant aux Européens tout le fardeau de ce conflit dont on n'arrive plus à se sortir et qui n'est pas couronné de beaucoup de succès. C'est comme ça. Donc, c'est aux Européens que vont revenir les risques associés à l'emploi de ces F-16, en tout cas pour leur entretien et leur maintenance. Évidemment, ça ferait mauvais effet pour les Américains avant l'élection, parce que là, on est quand même début septembre, on est le 1er septembre, si des F-16 étaient abattus au sol avec des mécaniciens américains, enfin bref. Voilà. Donc je pense qu'il y a une préoccupation à la fois de long terme, parce que c'est la tendance, et électorale évidente. Alors ça, d'autant plus que sur le front, en dépit des cris de victoire de nos extraordinaires analystes de LCI, la situation est quand même très, très, très difficile, voire de plus en plus désespérée pour les forces ukrainiennes. L'incursion de Koursk, bon, il y a toujours, et c'est ce qui a été montré dans le zapping, bien sûr, il y a des combats. Alors, le ministère de la Défense russe explique quand même que depuis le début de l'incursion, c'est-à-dire depuis le 6 août, ils auraient déjà tué 8500, enfin, l'Ukraine aurait déjà perdu 8500 hommes sur une incursion dont il s'est dit, et il a été plus ou moins reconnu par les uns et les autres, que c'était entre 8 000 et 12 000 hommes. Donc là, voilà, on est plutôt à 12 000, je pense, parce qu'il y avait pas mal d'étrangers aussi. Mais donc, le désastre par rapport à ceux qui étaient la pointe avancée de cette incursion, désastre humain, voilà, clair, manifeste. Frappes qui se multiplient. Alors il y a des frappes ukrainiennes, effectivement, aujourd'hui encore, il y a un certain nombre de frappes, mais les frappes russes se multiplient dans la zone, les réserves, c'est très compliqué pour les Ukrainiens, et les Russes frappent à soumis, c'est-à-dire côté ukrainien, en face, si vous voulez, en face de Koursk. Donc, c'est rien qu'aujourd'hui, là, il y a eu près de 400 morts. Près de 400 morts ukrainiens aujourd'hui, juste aujourd'hui. Voilà. Pourquoi faire? On ne sait pas. Hein, à part le symbole, c'est magnifique. Mais enfin bon, pendant ce temps, dans le Donbass, les positions ukrainiennes défaillent. Je ne dirais pas qu'elles s'effondrent, mais elles défaillent clairement. Il y a une très grosse dégradation. La ville de Vuhledar, près de Donetsk, qui est encore aux mains des Ukrainiens, est actuellement bombardée par les Russes. Et pourquoi? Eh bien parce que la 72e, une des dernières brigades un peu d'élite, 72e brigade mécanisée ukrainienne, a été déplacée à Koursk. Donc le raisonnement qui a fait que pour faire ce qu'ils ont voulu faire à Koursk, pour montrer qu'ils étaient capables d'entrer sur le territoire russe près 2014, eh bien il fallait des hommes, et comme ils en ont de moins en moins, ils en ont pris un peu partout. Et notamment des forces dites d'élite, des forces extrêmement de bon niveau, préparées, eh bien, on a dégarni le Donbass, le front du Donbass, et c'est fou, parce que c'est quand même le chef d'état-major des forces ukrainiennes qui décide de déplacer ces brigades. Donc, que veut-il? Il y a même une députée de la Rada ukrainienne, du Parlement ukrainien, qui a dit mais on comprend pas très bien, c'est comme s'il voulait, c'est comme si Syrski, donc le Sema ukrainien, si vous voulez, voulait déstabiliser le front de manière délibérée. C'est tellement fou de faire ça. Eh bien on le fait, voilà. Donc le théâtre, le centre Donbass, si vous voulez, du côté de Donetsk, est en grande difficulté pour les Ukrainiens. Sans compter qu'au nord, à Kharkov, l'offensive russe, qui a quelques mois maintenant, c'était avant l'été, c'était au printemps, hein, fin du printemps, on va dire, se poursuit.
se poursuit. Il y a eu encore aujourd'hui une grosse série de frappes, notamment d'Iskander, qui a frappé des positions, notamment du bataillon Azov, parce que le bataillon Azov, il n'a pas été entièrement décimé à Mariupol au début, hein, c'est quelque chose d'assez gros, il en reste encore. Donc, si vous voulez, la situation est assez désespérée, mais face à cette situation désespérée, comme d'habitude, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de, voilà, de compréhension qu'il faut préserver les forces, préserver ce qui reste, préserver ce qu'on a, préserver ses hommes. Non, on joue la fuite en avant, et donc, ça aboutit à quoi? Ça aboutit au président ukrainien Zelensky. Bon, il n'est plus président, certes, mais enfin, nous, en Occident, on considère que c'est le président, donc c'est le président, hein, on va dire, voilà. Et Zelensky, d'après le Guardian, vient de demander à plusieurs reprises, et sur tous les tons et à tout le monde, aux alliés occidentaux et évidemment aux Américains qui dirigent quand même tout ça, de lever les ultimes restrictions sur l'usage des missiles à moyenne et longue portée, notamment les Storm Shadow, pour frapper la Russie encore plus dans la profondeur et pour frapper Moscou et Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, et son raisonnement, bien sûr, c'est pour forcer la Russie à négocier. Alors, c'est là qu'on se dit, là, bon, vulgairement, on pourrait dire, mais qui a fumé la moquette ici là ? Comment est-ce qu'on imagine que l'on va forcer la Russie, qui est en position de force, à négocier en continuant à l'attaquer sur son propre territoire? Qu'est-ce qu'on croit qu'on va démontrer? Qu'est-ce qu'on croit qu'on va provoquer? L'inverse va évidemment, c'est un raisonnement complètement tordu, complètement irrationnel, vu le rapport de force. Encore une fois, on n'est pas entre deux armées dans une situation où il y aurait deux armées équivalentes qui taperaient l'une l'autre. C'est pas du tout ça. On est face à ce qui reste de l'armée ukrainienne, qui est renforcée parfois avec un pied en avant, un pied en arrière par l'Occident. On les pousse à faire des opérations qui sont des opérations quasi suicides, et ça ne fait que renforcer en fait une posture apparemment offensive, mais qui en fait est basée sur une grande faiblesse militaire globale de la partie ukrainienne. Je précise également qu'il y a un reportage sur Arte qui est passé récemment sur la difficulté de recrutement côté, parce qu'il n'y a pas du tout la même démographie, vous l'avez dit dans des précédentes émissions, mais il n'y a pas du tout la même démographie. Et aujourd'hui, côté ukrainien, ils en sont à enlever des gens de force, y compris des gens qui n'ont même pas 25 ans, qui ont moins que l'âge légal pour être enrôlés, conscrits, pardon. Et donc, ça montre la situation dramatique au niveau des ressources humaines de l'armée ukrainienne. Alors, ça c'est vrai, mais ça fait déjà un certain nombre de mois. Mais ce qui est, il n'y a aucune. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, on voit bien que ce qu'on espère, ce ne sont pas du tout des négociations ou un apaisement. C'est un hypothétique renforcement de la position ukrainienne globale sur le front. Qui la mettrait en meilleure position pour soi-disant négocier avec Moscou. Et pour faire ça, on dégarnit le front là où c'est le plus important de le garnir. On va faire une incursion à l'autre bout du pays pour montrer qu'on peut taper la Russie chez elle. Et on propose aux alliés et on demande aux alliés de nourrir l'escalade et de nourrir finalement la dangerosité extrême de ce conflit et les risques de dérapage. Je ne parle même pas des incidents nucléaires, je vais en reparler tout à l'heure. Donc, raisonnement fou, raisonnement typique de celui qui est en fait en position de faiblesse sur le terrain et qui ne maîtrise plus le tempo, qui maîtrise rien du tout en fait. Donc, la Russie va simplement être poussée à aller plus loin. Et d'ailleurs, ils le disent, mais qu'est-ce que vous attendez ? Donc, il y a les plus jusqu'au-boutistes des Russes, quand vous entendez le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, lui, il explique, bon, très bien, si vous voulez, on va aller jusqu'à la Pologne, hein, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous espérez en faisant ça? Donc, quel est le raisonnement occidental derrière tout ça? Parce que ça paraît tellement irrationnel, c'est pas possible. Il y a quand même des gens
qui, derrière, ont peut-être un raisonnement fou, mais ils en ont un. Donc, quel est-il? Pour moi, je pense que l'obsession Poutine est devenue c'est devenu quelque chose d'absolument central, aussi bien autour de Biden, dans ceux qui dirigent aujourd'hui, hein, et c'est pas Kamala Harris, et c'est évidemment pas Joe Biden. On sait qui c'est, on en a déjà parlé, les Sullivan, Blinken, et derrière les Obama, les Clinton, etc. Enfin, tous les néocons américains, tous les faucons. Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils continuent à avoir cette idée que finalement, puisque Poutine est, entre guillemets, tempéré, je sais qu'on me reproche ce mot, mais il conserve son calme face à toutes ces provocations et il continue à demander que le rythme des opérations, qui quand même s'accélère, hein, parce que ça s'accélère dans le Donbass, bon, mais que ça reste, voilà, qu'on ne change pas de stratégie, qu'on ne fasse pas n'importe quoi d'un coup pour répondre à une provocation type course. Eh bien, puisqu'il est comme ça, on va aller de plus en plus loin, y compris jusqu'à menacer, pourquoi pas, Moscou ou Saint-Pétersbourg, même si quelques missiles, et c'est possible, aucun système anti-aérien n'est totalement étanche, hein. Aucun dôme de fer, je ne sais quoi, rien n'est totalement étanche. Donc même si quelques missiles pénétraient jusqu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg, l'idée, à mon avis, c'est mon analyse, hein, l'idée, eh ben, c'est que ça va finir enfin par déstabiliser cet épouvantable Poutine, quitte à avoir pire que lui derrière. Ça, on croit qu'on va pouvoir s'en sortir malgré tout. Mais l'idée, c'est de le faire tomber. C'est que son entourage se lasse de sa patience. C'est que la population finisse par avoir peur et le désavoue pour ne pas avoir depuis longtemps donné le coup d'accélérateur que beaucoup attendent. Parce qu'effectivement, autour de lui, il y a beaucoup de gens qui en ont assez, qui trouvent que c'est vraiment trop long et que d'une certaine manière, les Russes sont beaucoup trop patients à la fois avec le régime de Kiev et avec l'OTAN. Donc, face à ces déclarations de Zelensky, vous avez notamment le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui vient de dire que, bon, bah, puisque vraiment les Occidentaux continuent et continuent à donner des armes et franchissent toutes les lignes rouges les unes après les autres, eh bien, il y a une nouvelle révision de la doctrine nucléaire russe qui est en cours et voilà, qui m'inquiète en ce qui me concerne parce que c'est évidemment l'abaissement du seuil d'emploi du nucléaire qui est en jeu. Donc nous, on fait comme si tout ça, c'était du bluff. Mais jusqu'à quel point c'est du bluff? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est du bluff, si vous voulez? Pour moi, c'est... Bon. Par ailleurs, et toujours dans la fuite en avant, je rappelle qu'il y a une base de l'OTAN en Lituanie qui est en train de se mettre en place pour accueillir des Allemands, qui doit être opérationnel en 2027. Là aussi, Moscou a dit, nous considérons cette nouvelle implantation comme une nouvelle provocation. Bon, bah, c'est clair, oui, c'en est une, évidemment, puisque c'est aux frontières encore, de la Russie. Et évidemment, tout ça risque, parce que tout ça, ça risque aussi d'accélérer les opérations russes, éventuellement, même en amont de l'élection américaine. Parce que vous avez aussi des gens dans l'entourage du président qui peuvent dire, bah, puisqu'on est sur une avancée positive, si vous voulez, puisque ça marche, nos opérations marchent, contrairement à ce qu'on raconte ici, mais dans les faits, ça marche, donc ça avance. Pourquoi est-ce qu'on donne pas on lève le pied du frein, si vous voulez, et on avance au maximum, puisque de toute façon, une négociation, nous on fait mine de croire que c'est soit la négociation sur les bases du plan Zelensky, c'est-à-dire c'est un joli plan pour les enfants de moins de 10 ans, où l'Ukraine retrouve tous ses territoires, il ne s'est rien passé, le régime reste là, entouré, farci de bandéristes, tout se passe bien, l'Ukraine entre dans l'OTAN, l'Ukraine entre dans l'UE, et la Russie se laisse faire. Voilà, donc nous on croit que c'est soit cette négociation, soit la guerre totale.
Mais en fait, les négociations, elles se font sur la base d'un rapport de force militaire. Et le rapport de force militaire, c'est pas parce qu'il y a une incursion à Koursk qu'il va fondamentalement changer, si vous voulez. C'est même pas parce que quelques missiles peuvent arriver, tomber ou gêner ou humilier le pouvoir de Poutine que ça va changer la donne militairement. Ou alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut s'engager tous, tout le temps, face à la Russie. C'est peut-être ça l'idée de certains à Washington. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Il doit bien y en avoir quelques-uns comme ça. Ils sont tellement fous de rage que bon. Mais si vous voulez, ça va ensemble. On négocie sur la base d'une situation militaire. Et la situation militaire, elle est claire, elle est sans embâche. Ça fait longtemps que je le dis et je ne suis pas la seule. Je ne l'ai pas trouvée toute seule. J'écoute, je comprends et je discute avec un certain nombre de gens qui sont des gens informés et qui ont l'habitude de l'analyse militaire, qui ne sont pas sur des plateaux de télé en train de s'imaginer qu'on doit avoir des victoires de 2 jours en 2 minutes, que ça y est, ça change tout parce que il y a quelques milliers d'hommes qui sont quelque part sur le territoire russe. Tout ça, c'est ridicule. Le temps des opérations est un temps long, le temps de la guerre est un temps long, le temps de la négociation aussi d'ailleurs. Donc, on est très très loin de tout ça. Mais je tiens à dire qu'il n'est pas impossible que tout ce qu'on est en train de faire pousse en fait la Russie à accélérer véritablement ses opérations sans forcément changer la nature, si vous voulez, mais juste changer le tempo pour être encore plus en position de force au moment de l'arrivée au pouvoir du prochain président américain. Et là, qu'est-ce qu'on aura gagné ? Qu'est-ce qu'on aura bien gagné depuis 2 ans et demi, nous, les Européens? Donc, je pense que ce scénario n'est pas totalement impossible, d'autant que il se dit, et il est dit même, que les Chinois, qui quand même, depuis des mois, font pas pression, mais en tout cas, si vous voulez, le président Xi Jinping et le président Poutine discutent, se voient, et leurs grands subordonnés aussi, et que la Chine fait pression pour que ça ne dérape pas complètement. Donc la Chine poussait aussi très probablement Vladimir Poutine à garder le pied sur le frein quand même, faire attention. Mais l'incursion de Koursk a changé les choses, parce qu'en fait, ça valide tout le discours russe. Ne nous en déplaise. Et le discours russe, c'est que c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie, et derrière la Russie, c'est la Chine, la cible. Donc, si vous voulez, depuis début août, les Chinois, d'ailleurs, si vous regardez les déclarations du ministre des Affaires étrangères chinois, du ministre de la Défense, du porte-parole du ministère de la Défense, du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, et même certaines déclarations du président chinois lui-même, ce sont des déclarations beaucoup plus raides qui expliquent qu'en plus, non seulement l'Occident est à la manœuvre pour déstabiliser en permanence l'ensemble de la planète au lieu de chercher l'apaisement, mais notamment les Chinois sont absolument furieux des actions américaines pour renforcer l'alliance et pour lui donner un tour extrêmement militaire, l'alliance avec le Japon et avec les Philippines. Donc, les Chinois, eux, ils sont aussi, si vous voulez, l'idée américaine, qui est une utopie, du découplage Russie-Chine pour affaiblir la Russie et pouvoir aller vers la Chine, elle a chaque jour un peu plus de plomb dans l'aile, et c'est encore une fois nous qui provoquons cette évolution. Voilà. Je précise qu'effectivement, vous l'avez mentionné, le porte-parole du ministère de la Défense chinoise a eu des propos très forts, hein, parce que il a parlé il a dit que le plus gros danger nucléaire au monde, c'était les États-Unis. Oui. Et effectivement, quelques semaines avant la révision de la doctrine nucléaire russe, il y a eu la révision de la doctrine nucléaire américaine, qui est tout aussi, voire plus inquiétante. Et voilà, dans cette séquence, effectivement, on n'a jamais entendu les officiels chinois mettre autant la pression sur les États-Unis verbalement. C'est du jamais vu. Tout à fait. Donc, ils fustigent vraiment l'Amérique, pour sa tentative de mettre le feu aux poudres, y compris en Asie. Par cette alliance renforcée, il y a maintenant un commandement opérationnel
Amérique, Japon, enfin nippo-américain, pardon. Il y a un certain nombre d'évolutions qui sont quand même vraiment très inquiétantes et que les Chinois rejettent absolument. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une configuration où tous nos raisonnements, que ce soit le découplage, que ce soit le renforcement de l'Ukraine pour qu'elle puisse avoir des victoires, pour qu'elle puisse se mettre en meilleure position négociatoire, tout ça ne marche pas. Et au lieu d'en tirer les conclusions, maintenant, rapidement, pour essayer de désamorcer un peu la tension, eh bien, on continue. On continue pour des raisons idéologiques. Parce que je suis extrêmement choquée j'avais pas vu cette séquence sur LCI avec Darius Rochebain et Alla Poedi, hilar, n'est-ce pas, hilar devant le désastre ukrainien, enfin les affrontements sur le terrain, tout ça, ça a l'air formidable, ils ont l'air de trouver ça formidable. Quant à Louis Sarkozy, je sais pas sa science géopolitique est manifestement extrêmement récente, mais c'est quand même des énormités ce qu'il dit. Voilà, dire que bon, on peut gaspiller, n'est-ce pas, hein, en quelque sorte, hein, des soldats ukrainiens du moment que c'est pas des Occidentaux, mais il oublie qu'il y a des Occidentaux, il y a y compris des Français, il y a des Américains, il y a des Polonais, il y a des Allemands, il y a des Anglais naturellement qui sont morts depuis 2 ans et demi. Alors peut-être ne portaient-ils pas nos uniformes, ils en portaient d'autres, ou alors ils étaient des mercenaires, mais il y a quand même un certain nombre de morts, donc déjà c'est ignorance totale de ce qui se passe sur le terrain, et d'expliquer que on peut donner des armements comme ça nous évite de donner des armes, de mettre des troupes qui pourraient mourir. C'est d'un niveau de cynisme. C'est d'un niveau de cynisme. Je sais pas où on trouve tous ces gens pour venir parler de choses aussi graves sur un registre aussi léger. Voilà. Je souligne qu'il a utilisé le terme de gaspiller en disant non, on va pas gaspiller des vies à nous. Sous-entendu, c'est pas grave de gaspiller des vies ukrainiennes. Voilà. Et puis il a dit une autre énormité, mais ça c'est une énormité de fond. Et évidemment, c'est le mensonge de base, c'est d'expliquer qu'on protège, en faisant tout ce qu'on fait, on protège le peuple ukrainien et on l'aide à se défendre contre la Russie. Voilà. Et ça, si vous voulez, je ne sais pas qui croit encore ça, qui peut honnêtement croire encore ça, quand on sait ce qu'est le régime de Kiev, quand on sait à quoi il sert, quand on sait d'où il vient, quand on sait comment il agit, quand on sait comment il met en coupe réglée sa propre jeunesse pour l'envoyer au front, aller se faire piler comme de la chair à pâté pour rien, n'est-ce pas, juste pour la gloire ou pour avoir encore plus d'argent, pour des motifs absolument inavouables. En quoi cela aide l'Ukraine et le peuple ukrainien? Je veux qu'on m'explique. Voilà. On sait très bien que cette guerre n'est pas faite pour aider le peuple ukrainien. L'Ukraine est dans un état dramatique, dans lequel elle n'était pas, je suis désolée, avant 2014 et encore moins avant 2022. Voilà. Donc, on raconte, pour moi, ça va tellement loin, ça va trop loin sur les médias mainstream et notamment sur LCI, bien sûr. Bon, je ne veux pas trop m'étendre parce que voilà, je termine sur la Chine. Il y a Sullivan, le conseiller national à la sécurité, que l'on dit assez influent et assez puissant, n'est-ce pas, qui est allé en Chine et qui a été clairement recadré par le ministre des Affaires étrangères chinois. Il est rentré, il a dit non, on n'a rien obtenu. Pékin a prôné la voie diplomatique. Bon. Donc cet homme est allé en Chine en s'imaginant qu'il allait peut-être faire du chantage à la Chine sur des sanctions, et ou profiter de la mauvaise passe économique chinoise, etc., pour essayer de favoriser ce découplage rêvé entre Moscou et Pékin. Il n'a rien compris, mais rien compris. C'est-à-dire rien compris à la bascule du monde, rien compris à la politique chinoise, rien compris à la politique russe, rien compris à la position de l'Occident qu'il représente, rien compris
Enfin, moi, je suis effrayée par le niveau d'incompétence de tous ces gens. Mais bon, voilà. Comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Oui, absolument. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a donc le raidissement se poursuit, et le raidissement, c'est mon dernier point, se voit jusqu'au Brésil, puisque le Brésil, qui est membre fondateur des BRICS, et qui est une puissance importante, y compris pour les États-Unis, bien sûr, est manifestement devenu l'un des points d'application de forte pression interne pour déstabiliser le pouvoir en place, même si le pouvoir en place, y compris celui de Lula, a donné des gages et n'est pas forcément aux antipodes. Enfin bon, voilà. Il faudrait faire un échange sur la politique brésilienne, mais ce n'est pas aussi noir et blanc qu'on le dit. Mais enfin, pour l'instant, au Brésil, il y a des menaces qui montent sur le président Lula, de toute nature, et notamment en interne, depuis l'intérieur du pays, par la voix et les actions d'un juge qui s'appelle Alexandre de Moraes, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui est très intéressant de suivre les faits et gestes, qui est probablement, peut-être, je ne vais pas être sûre, mais qui est sans doute l'homme de Washington au Brésil, et qui est assez terrifiant parce que c'est une espèce de procureur, de grand inquisiteur, si vous voulez. Et depuis le printemps dernier, cet homme-là a lancé une offensive généralisée contre, en gros, la liberté d'expression, contre l'expression publique et l'expression politique allant contre les États-Unis. Donc c'est quelque chose, c'est une déstabilisation interne qui est en train de se faire. Et notamment, bien sûr, alors il a empêché, il y a eu quelques histoires avant l'été, notamment certains journalistes ont été littéralement, évidemment interdits d'antenne, mais ont fait l'objet d'enquêtes, ont fait l'objet de pression, ont fait l'objet de mesures folles, enfin bref. Voilà, on a essayé déjà de restreindre l'audience d'un certain nombre de personnalités au Brésil, personnalités médiatiques. Si vous voulez, c'est l'affaire de cet homme qui était un peu le Pujadas brésilien, là, j'ai plus son nom en tête, mais lui, il a bien senti le printemps passé. Et là, c'est contre Elon Musk, n'est-ce pas, maintenant, puisque Musk est menacé de suspension au Brésil, n'est-ce pas? Et comme pourquoi? Parce qu'il a refusé aussi de prendre certaines mesures contre des personnalités qui gênaient Moraes et dont il aurait fallu, contre les lois brésiliennes existantes, supprimer les comptes sur X, les accès, bon, voilà. La propre représentante d'X au Brésil a vu ses comptes bancaires suspendus, a été menacée de prison. Enfin bref, il y a une espèce d'ambiance là au Brésil qui est assez inquiétante, mais on voit que là encore, l'Occident et les États-Unis, en l'espèce, sont prêts à beaucoup de choses pour empêcher que le Brésil ne vienne renforcer vraiment, non seulement par lui-même, mais par tous les pays qui gravitent autour. En fait, hein, c'est la doctrine Monroe, si vous voulez. Bon, et je termine juste, et puis après dernier point, toujours contre le Brésil. Vous avez le président du comité pour le développement européen, donc on voit pas très bien ce qui vient s'occuper du Brésil, celui-là, Günther Fehlinger, de l'OTAN, hein, président du comité pour le développement européen de l'OTAN, qui a fait fuiter des projets de démembrement du Brésil. Il y a la Russie qu'on veut démembrer, il y a l'Iran, il y a tout un pays, mais il y a aussi le Brésil maintenant en 5 États. Pourquoi? Eh bien parce que Lula s'est rendu au sommet des BRICS, et puis parce qu'il refuse toujours de fournir des armements à l'Ukraine et que ça, c'est juste inconcevable. Voilà. Donc on est dans des menaces. Elles sont même pas voilées, elles sont ouvertes de déstabilisation politique et sociale et économique bien sûr. Et tout ça, ça se passe évidemment dans le contexte que ne supporte pas
les Occidentaux du renforcement du pôle des BRICS, de la naissance de la banque des BRICS. J'en parlerai je pense, dans ma prochaine émission des Clés du Monde pour les abonnés du Cercle, mais parce que je peux pas parler de tout tout le temps et à tout le monde, je peux pas. Donc tout ça, c'est un contexte, si vous voulez, c'est un peu j'allais dire, c'est télescopique, si vous voulez. Partez de l'Ukraine. Et puis, j'ai même pas parlé du Moyen-Orient et j'ai même pas parlé de l'Afrique, mais c'est comme une canne, quoi. C'est comme une canne. Et c'est plus une canne à pêche, malheureusement, pour l'Occident. Et donc, ça va pas. Donc, ça devient un gros bâton, en fait. Voilà. Et on défait les morceaux, les segments. Et on se rend compte qu'en partant de l'Ukraine, on arrive à l'autre bout de l'Amérique latine. Voilà. Donc, je vais terminer parce que je suis sûre que j'ai déjà trop parlé. Et une toute petite précision. Oui. Puisque Oui. vous avez parlé du fameux procureur qui avait engagé aussi des procédures contre Bolsonaro, vous avez dit qu'il avait menacé Elon Musk. En fait, c'est tout récent parce que ça va tellement vite. Ça y est, il a ordonné le blocage de Twitter X sur le sol brésilien. Donc, il a envoyé des requêtes à tous les fournisseurs d'accès brésiliens, etc. Et dans le même temps, il a annoncé une condamnation de ceux qui utiliseraient des VPN pour accéder à Twitter, des condamnations de 6 000 à 8 000 réals, je crois. C'est ce qui a été annoncé dans la presse. Voilà, donc je ne savais pas. Vous voyez, là, ça va plus vite que moi. Là. Exactement. Mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que c'est très difficile. Ça bouge tout le temps et partout. Donc, on oui, peut pas être 24 heures sur 24 à lire des news et à regarder, etc. Donc, voilà. Alors, les questions des internautes, ça va être effectivement le moment certainement. Alors, je ne les vois pas. Pardon ? Le problème, c'est que je ne les vois pas. Moi non plus. Contrairement à précédemment, je voyais les questions et je pouvais les afficher en ligne. Là, comme j'ai fait en sorte que le live soit annoncé à l'avance sur YouTube, je ne sais pas encore pourquoi, mais je ne les vois pas dans l'interface Restream que nous utilisons, mais je les vois sur YouTube. Donc, je vais pouvoir les lire sur YouTube. Je ne vais pas malheureusement pouvoir les afficher. D'accord. Donc, voilà. Donc, je vous demande, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de questions posées jusqu'à présent, je vous demande, si vous voulez bien, de poser des questions et on va prendre de manière prioritaire, évidemment, ceux des abonnés, mais puisqu'il n'y a pas encore des milliers d'abonnés payants à votre chaîne, on va pouvoir aussi prendre des questions de gens qui ne sont pas encore abonnés payants. Donc, n'hésitez surtout pas à en poser. Voilà, nous les attendons. C'est un direct ouvert à tous, là, ce soir. Donc, c'est au contraire. Alors, une question de Mehdi Poker. C'est un thème que vous avez déjà abordé. La question, elle est presque philosophique. Est-ce que les dirigeants européens sont incompétents ou ce sont des agents américains ? Les deux, mon général. Hein, oui, non, mais la baisse du niveau intellectuel, du niveau de compréhension de tout, de connaissance de l'histoire, d'expérience, cette espèce de jeunisme qui fait que maintenant, moi j'ai rien évidemment contre les jeunes, au contraire, hein, mais je veux dire, il y a quand même, il faut un peu de bouteille quand même pour comprendre certaines choses. Il faut avoir vécu des situations, il faut avoir connu des gens, il faut avoir discuté, il faut avoir des conflits importants. Donc ça c'est un problème, mais on va dire qu'il est accessoire celui-là, hein, parce qu'on peut dire la valeur n'attend pas le nombre des années. Bon, c'est vrai. Bon, donc, mais l'incompétence, oui, l'inculture déjà, l'inculture. Et puis surtout, cette espèce d'invasion c'est une véritable épidémie de manichéisme. C'est-à-dire, comment voulez-vous pouvoir comprendre, analyser une situation, décider d'une position, réfléchir à des scénarios, un peu, j'allais dire, en liberté, de manière rationnelle, si votre raisonnement est déjà complètement biaisé, contraint, restreint, limité par des a priori idéologiques. Donc, cette espèce de prisme qui veut que c'est avec nous, contre nous, les autres sont noirs, nous sommes blancs, les autres sont mauvais, nous sommes bons, il n'y a que l'Occident qui vaille. On est dans un processus d'abrutissement, d'abêtissement
effectivement des gens qui sont malheureusement à des positions de pouvoir, parce qu'il en faut, parce qu'il y en a, voilà. Et quand on voit le niveau des politiques, c'est effrayant, pas seulement chez nous, hein, pas seulement chez nous, dans plein d'autres pays, c'est voilà. Alors après, les agents américains, il y a les agents américains sans le savoir, hein, comme d'habitude, il y a les idiots utiles aussi, il y a pas que les Russes qui ont des idiots utiles, tout le monde a des idiots utiles. Et puis, il y a évidemment une fusion qui ne dit pas son nom, mais qui existe, entre, et qui est fausse à mon avis dans le fond, entre les intérêts des élites européennes, pas seulement politiques d'ailleurs, ou médiatiques, ou intellectuels, y compris économiques, et les intérêts perçus des élites américaines. On s'imagine que c'est la même chose. On s'imagine que nous sommes un morceau d'Amérique, en fait. On n'est pas encore les États-Unis d'Europe, mais on s'y emploie, hein, fortement, furieusement. Et l'idée, c'est que le modèle, c'est ça, c'est là-bas. Et qu'en fait, ils ont compris. Et ils ont tout compris au monde. Et ils ont, voilà. Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est passé sous le joug insensiblement, et on y a vu notre intérêt, et l'Europe s'est développée, et derrière tout ça, il y a cette idée qu'on veut notre bien de l'autre côté de l'Atlantique. On n'a pas compris qu'on est une masse géopolitique continentale, dont l'Union européenne n'est qu'un morceau. Mais tout ça, c'est l'Eurasie. Et donc, ces clivages idéologiques viennent casser cet espace, essayer de le morceler et essayer de faire en sorte que ces différentes parties, et singulièrement l'Union européenne et tout le reste, aient de moins en moins de propension, de volonté et même d'intérêt, et en tout cas de possibilité de discuter ensemble, de réfléchir ensemble, de faire des choses ensemble à l'échelle eurasiatique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont une puissance maritime, c'est un continent monde, et que nous sommes une puissance, l'Eurasie c'est une puissance colossale géopolitiquement et géoéconomiquement et géoénergétiquement. C'est ce qu'explique très bien Zbigniew Brzezinski dans son livre Le plan pour un nouveau siècle américain. Il explique tout à fait en termes géopolitiques avec le Innerland, etc., pourquoi l'Eurasie doit être divisée pour que les États-Unis puissent dominer le monde. Dominer, voilà. Donc il y a un projet de domination qui n'est pas le nôtre. Nous, on est des vieux empires, il nous en reste un petit bout, on ne sait même pas se comporter avec nos anciennes colonies, on n'a rien compris, on n'a pas vu qu'il y avait certaines choses qui n'étaient plus recevables, qui n'étaient plus acceptables, qui n'étaient plus audibles pour un certain nombre de pays. Donc on sert la soupe aux Russes et aux Chinois, je suis désolée. Et encore une fois, hein, moi quand j'explique les choses, je ne suis pas pro-russe, pro-ci, pro-ça. Il suffit de regarder les intérêts. Chaque pays, il y a un bouquin qui s'appelle Prisoners of Geography, qui prend un certain nombre de grands États dans le monde, la Chine, bien sûr l'Amérique, et qui explique que c'est ça la géopolitique. On est prisonnier de sa géographie, on est à côté d'un pays ou pas. Il faut regarder les choses tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir évidemment de liens, et même de liens privilégiés avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas? Mais dans la mesure où ça aide nos intérêts. Et nos intérêts déjà d'État. Et on voit bien que tout l'européisme vise à diluer nos États. Et moi, personnellement, en tant que Française, je pense que les intérêts de la France ne sont pas négociables. Donc, au lieu de postuler qu'il n'existe pas, sauf à l'échelle européenne, dans une vaste fusion qui est un truc complètement abstrait. Vous vous imaginez fusionner économiquement, totalement, culturellement, religieusement, historiquement. Enfin, c'est de l'ordre du conte. Ça n'existe pas. Toute l'histoire du monde est faite contre cette idée. Voilà.
Donc pour moi, il faut prendre le monde tel qu'il est, tel qu'il évolue, et arrêter de prétendre être le phare de la planète. Mais soyons sérieux. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses extraordinaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des siècles de domination européenne, d'inventions sublimes, bien sûr, je suis la première, je suis d'accord, mais ça n'est pas valable pour toujours. Voilà, le monde a changé. Voilà. On va essayer de faire des réponses légèrement plus courtes pour pouvoir en prendre un maximum. Non, mais c'est toujours très intéressant, alors je n'ose pas vous couper. Par rapport à la question initiale, c'était donc stupide ou agent des Américains. On pourrait ajouter que quand ils ne sont pas forcément agents des Américains, de la CIA ou autre, ils peuvent être aussi tout simplement très influencés par les grosses entreprises américaines. On a vu von der Leyen avec les fameux SMS avec Pfizer. Donc là, il y avait un mélange des genres, un mélange des intérêts. Et quand ce n'est pas directement avec le gouvernement américain, ça peut être avec des grosses entreprises américaines. C'est un autre biais. Tout à fait, mais les grosses entreprises, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'a pas ça. Ils ont culturellement pour le coup, une véritable fusion, malgré tout, entre leurs blue chips, comme ils disent, et les structures d'État. Déjà parce que nous, on a quelques énarques ou quelques X qui vont pantoufler en dirigeant des entreprises d'État, mais ça se fait, j'allais dire, à petit niveau et à la française. Là-bas, vous allez de l'un à l'autre. Regardez le personnel diplomatique américain. La politique, c'est ça aussi qui permet l'État profond. L'économie, la politique, le renseignement, le militaire, l'industrie, les grands médias, tout ça, ça marche ensemble. Et moi, je me souviens d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis dans les années 90, un long voyage où on était censé m'expliquer justement que c'était un pays dont la politique étrangère était extrêmement aléatoire en fait, parce qu'elle était le fruit, soi-disant, des rapports de force entre tout un tas d'agences, tout un tas de think tanks, tout un tas d'universités. Mais non, c'est pas vrai. C'est très bien fait. Vous posez une question dans une ville au 3e jour de votre voyage, on vous répond au jour 25 de votre voyage, dans une autre ville, dans un autre contexte. Il y a beaucoup plus de cohésion et de cohérence. Si vous voulez, les Américains c'est formidable aussi ce système. C'est-à-dire ils ont une capacité de générer l'influence, de générer la convergence des intérêts, et ça se voit bien sûr dans leur manière de faire la guerre. J'ai mis sur X il y a 2 jours, je crois, j'ai remis parce que je ne sais plus si je ne l'avais pas déjà fait, tellement c'est très bien dit, Robert Kennedy Jr., qui en 3 minutes revient sur le conflit ukrainien et explique le système de blanchiment de l'argent, c'est-à-dire entre le fait de donner à l'Ukraine de l'argent qui en fait vient nourrir le complexe militaro-industriel, mais aussi la classe politique, mais aussi les grandes entreprises comme BlackRock qui possèdent déjà un bon tiers de l'Ukraine, à mon avis plus que ça, et qui lorgnent sur le Donbass aussi pour des raisons économiques, parce que toutes les ressources minérales de l'Ukraine, elles sont pour moitié dans cette partie-là, quand même. Donc, si vous voulez, tout est lié aux États-Unis, beaucoup plus que chez nous, beaucoup plus que chez nous. Alors, il y a une question d'un internaute que je n'arrive pas à retrouver, mais je l'ai mémorisée, donc je ne peux pas mentionner son nom, mais qui disait en substance, si Trump est élu, est-ce que Macron va changer son discours et son attitude et son engagement par rapport à la guerre en Ukraine? Ah, moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Mais la question, c'est Trump va être élu, mais quelle va être sa marge de manœuvre? Je pense que c'est ça la grande question. C'est va-t-il arriver à faire ce qu'il n'a pas su faire en 2016? C'est-à-dire à ne pas se mettre tout l'appareil de renseignement américain à dos, à pouvoir sans doute nettoyer, changer de tête, faire un certain nombre de choses importantes pour que les gens lui obéissent. Parce que le président des États-Unis, on dit que c'est l'homme le plus puissant du monde, mais d'abord, il rend beaucoup de comptes, beaucoup plus de comptes d'ailleurs que le nôtre, aux chambres, hein.
et notamment sur les questions d'argent, évidemment, et même sur les questions militaires, Les chefs militaires, quand ils veulent déclencher, quand les politiques leur demandent de déclencher des opérations, les chefs militaires viennent et disent oui, alors moi je peux faire ça, mais ça va coûter tant. Hein. Donc j'ai pas le budget, je peux pas faire. Désolé, je peux pas faire. Voilà. Bon, donc ça se passe comme ça. Hein. Donc ils ont des auditions, ils expliquent, hein, et après ils obtiennent les allocations ou pas. Enfin bref. Donc c'est un système très différent quand même du nôtre. Mais il est évident que vu le niveau de dépendance manifeste de notre pays vis-à-vis des mécanismes de décision aux États-Unis, oui, notre président sera obligé d'une manière ou d'une autre de tenir compte de ce que voudra à ce moment-là la Maison-Blanche. Cette nouvelle Maison-Blanche, s'il y a une nouvelle Maison-Blanche. Parce que s'il n'y a pas une nouvelle Maison-Blanche, ça va très mal évoluer en Ukraine, très dangereusement. Alors justement, j'ai plusieurs questions qui concernent l'Ukraine. Déjà une question juste avant, de Quentin Fagnoni, qui est un nouveau membre, donc il a la priorité, on le salue, nouveau membre du cercle de Paix et Guerre. Question, je viens de terminer Les Somnambules de Christopher Clark et je ne peux m'empêcher de voir le même schéma se développer. Ne pensez-vous pas que l'objectif américain est, comme toujours, de repartir pour un grand cycle économique en déclenchant une grande guerre chaude en Europe ? Et alors, ça rejoint la question de Zad Dazel qui dit le fait de chercher à frapper la Russie en profondeur, est-ce que ce n'est pas l'inciter la Russie à utiliser l'arme nucléaire ? C'est toute la question. C'est Quentin, le premier auditeur ? Quentin Fagnoni, tout à fait. J'espère que vous avez tort, Quentin. mais bien sûr, l'idée des cycles, c'est-à-dire qu'au moment, c'est toujours la même chose. Si vous arrivez à un niveau où votre impuissance devient manifeste, où vous n'y arrivez plus, où votre crédit moral et politique est en berne et où votre domination économique et singulièrement monétaire avec le dollar est mise en danger. Et c'est le cas de plus en plus. Ça va prendre du temps, mais c'est le cas. Il y a des pays aujourd'hui, et si vous regardez ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, tout ça, il se passe des choses qui, à raison, inquiètent certainement beaucoup à Washington. Quelle est la solution invariable que trouve l'Amérique quand elle est dans ce type de posture, où il faut relancer effectivement la machine? Oui, c'est de fomenter la guerre ou la division ou la déstabilisation. Il n'y a qu'à prendre, hein, c'est pas moi qui ai des idées noires sur les États-Unis. Il n'y a qu'à regarder l'histoire. Hein, c'est assez clair. Donc, ça peut être une tentation. Le problème, c'est qu'on est face à une Russie qui n'a vraiment plus rien à voir avec celle de la fin des années 80 ou même du début des années 2000, hein, du moment du 11 septembre et de la guerre en Irak. Là, la Russie ne pouvait rien faire encore militairement. Elle ne pouvait pas s'opposer. Pas plus qu'elle n'a pu s'opposer à ce qui s'est passé contre la Serbie en 99. Donc, on est dans un monde qui a complètement changé. Donc, la perspective d'une grande guerre globale, c'est une perspective extrêmement, extrêmement dangereuse, dont il n'est absolument pas dit que l'Amérique soit capable de se sortir, même avec tout l'OTAN. Hein, n'oublions pas les arsenaux, la réalité des arsenaux militaires et nucléaires russes et chinois. C'est complètement délirant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Voilà. Si ce n'est effectivement pour lancer la machine à fabriquer des armes, à produire de l'argent, à produire comment dirais-je, du contrôle sur un certain nombre de pays. Mais j'espère quand même que s'il y a des gens qui pensent ça à Washington, ils ne sont pas suffisamment nombreux et suffisamment opérants et puissants pour pouvoir pousser ce type de scénario. En tout cas, avec un Trump, je ne pense pas qu'on va aller vers ça. Alors justement, Pénélope Déméter pose la question suivante. Le dernier discours de Kennedy,
donc c'est Robert Kennedy Jr., qui a annoncé d'ailleurs rejoindre la campagne de Trump, laisse entendre que les rapports avec les Russes est susceptible de changer. Puis, pour lui, il faut que l'Allemagne soit forte dans l'intérêt de l'UE et des USA. Qu'en pensez-vous? Il dit que les rapports avec les Russes sont susceptibles de changer si l'Allemagne est du côté... Non, si Trump est élu, puisqu'il rejoint la campagne de Trump, Oui. et il soutient désormais Trump, et Trump Ouais. ne s'est pas caché qu'il allait, soi-disant, mettre fin à la guerre en Ukraine du jour au lendemain. Et en tout cas, donc Robert Kennedy s'est positionné en disant que la guerre en Ukraine n'était pas dans l'intérêt ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, et que aussi bien les USA que l'UE avaient besoin d'une Allemagne forte, et que l'Allemagne n'était pas forte en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. Non, l'Allemagne n'est pas forte parce qu'on lui a coupé le gaz, on lui a coupé, on l'a littéralement émasculé. Hein, voilà. Après, l'Allemagne était forte économiquement et n'a jamais été forte militairement depuis 1945. Hein, c'est l'armée la plus... Bon, donc les plans aujourd'hui sont de rendre l'Allemagne forte, de nouveau, au plan militaire, mais pas forcément au plan économique, et certainement pas dans la perspective de la voir se rapprocher de nouveau de la Russie. Parce que l'idée, c'est quand même, ça a toujours été ça, ça a toujours été de couper l'Allemagne de la Russie pour affaiblir l'une et l'autre, d'abord, et derrière, pour pouvoir aller s'intéresser à la Chine. Voilà. Donc, les questions qui se posent pour un Trump, c'est peut-être voudra-t-il restabiliser la sécurité européenne et en tout cas le rapport russo-américain, ça me semble sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il va vouloir affaiblir l'OTAN ou qu'il va vouloir partir de l'OTAN, ça m'étonnerait bien. En revanche, il va vouloir faire en sorte qu'en Europe, à part la France, parce que la France, elle est nucléaire et elle a encore son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, voilà, sans parler même des relations un peu particulières entre le président Trump et le président Macron, mais au-delà des hommes même, la France, elle gêne. La France, elle gêne l'Amérique depuis toujours, d'ailleurs, en Europe. Donc l'Allemagne, c'est beaucoup plus contrôlable. L'Allemagne, voilà, ok, elle fabrique des chars, très bien, super. Et à part ça, elle achète américain. Donc c'est parfait. Et elle est très bien déjà pour faire contrepoids à la France et pour faire contrepoids en s'alliant, en la forçant à s'allier et à faire ami-ami, si j'ose dire, à la Pologne. Mais en fait, ce sont des adversaires. Ce sont des adversaires, parce que les Polonais aussi, ils ont des ambitions. D'abord, ils étaient les premiers de la classe. Hein. Ils sont toujours les premiers de la classe. Donc, ils n'ont pas envie de quitter leur rôle, j'allais dire, de chouchou. Donc, il y a tout ce... L'Amérique joue toujours entre l'Allemagne et la France, et nous joue évidemment l'une contre l'autre. Et elle joue aussi aujourd'hui avec l'Allemagne et la Pologne contre la France, mais aussi avec l'Allemagne contre la Pologne. Voilà, je te donne un petit truc à toi, je te donne un petit truc à toi. Enfin bon, voilà. C'est un billard à 5 bandes, comme on dit aussi. C'est un billard à 5 bandes. Oui, c'est ça. Et puis c'est les bons points et les images, vous savez, après tout. Hein, c'est toujours comme ça. Il faut être le bon élève, très bon élève, le meilleur. Alors, justement, par rapport à Trump, on a beaucoup parlé de ce qu'il ferait s'il était élu par rapport à la guerre en Ukraine. On parle moins, hélas, de ce qu'il ferait vis-à-vis du Moyen-Orient. Et donc là, il y a deux questions. Celle de Hervé Lopez qui dit « Et vis-à-vis d'Israël et de la Palestine, quelle est la position de Trump ?» Et la question d'André Gamez qui dit « Quid de Trump au Moyen-Orient ?» Pour moi, c'est assez compliqué à voir pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que quand il était au pouvoir, il a favorisé, il a fait les accords d'Abraham, il s'est retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran, donc il n'a pas favorisé, mais en même temps, il a refusé à un moment donné d'aller bombarder l'Iran comme le lui demandaient les faucons de la Maison-Blanche qui noyautaient son administration. Tout à fait, mais si vous me permettez, je rajouterais qu'il a quand même reconnu le Golan comme étant syrien, le plateau Oui, du Golan, pas syrien, comme étant israélien, oui. voilà, pardon. Parce oui, et Jérusalem. Et il a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Donc c'est quand même, il a fait beaucoup de gages.
non, mais de toute façon, le lien États-Unis-Israël, il ne va pas disparaître, quel que soit le président. J'allais dire que ça, c'est un invariant. Hein. C'est un invariant déjà pour des raisons politiques. Alors, qui contrôle qui? Ça, je pense que ça a un peu évolué depuis 1948, c'est sûr. Mais et même si Netanyahou partait du pouvoir à Tel Aviv, je ne sais pas ce qui se passerait. Ce qui me semble sûr, c'est qu'il y aura un très grand marchandage. Ça va être très compliqué parce qu'il y a aussi la Turquie là-dedans. Il y a la question de la Syrie qui est importante, qui reste très importante pour les Russes, pour les Turcs. En ce moment, il est question qu'ils quittent la Syrie, mais ils sont en train d'essayer de discuter pour qui, pourquoi, les Américains continuent. Enfin, si vous voulez, il y a un jeu extrêmement complexe et mouvant, là, dans cette zone. Il y a la question de l'Arabie Saoudite, qui est à mon avis très importante, qu'on sous-estime, parce que là, il y a un nouveau pouvoir qui va être, à mon avis, moins maniable que les précédents, qui se sent moins lié par l'histoire, par les accords, par l'après-guerre, par tout ça. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite, désormais, vend son pétrole en autre chose qu'en dollars, pas qu'en dollars, toujours en dollars, mais pas qu'en dollars, plus qu'en dollars. Enfin, voilà. L'Arabie Saoudite s'est rapprochée de l'Iran sous l'égide de la Chine. Bien sûr. Et l'Arabie Saoudite ne faisait pas officiellement partie des accords d'Abraham. Non, mais justement, c'était le joyau de la couronne, ça aurait été la chose importante. Mais à ce moment-là, il y a la question des Palestiniens. Et qu'est-ce qu'on fait du peuple palestinien? Voilà. Donc tout ça, ça va peut-être pouvoir se discuter. Mais pour pouvoir se discuter, il faut être capable de discuter déjà. Voilà. Et moi, je prétends que Trump, qui est clairement un grand animal, un grand fauve politique, est beaucoup plus capable, à mon avis, de discuter avec d'autres grands animaux politiques que sont un Poutine, un Xi Jinping, un Erdogan. Bon, en Iran, c'est plus compliqué, mais je pense que ils peuvent comprendre leur intérêt, mais ce sera un marchandage. Ce sera un marchandage, c'est-à-dire on ne gagnera pas la stabilité au Moyen-Orient, la stabilité en Europe, la paix en Ukraine. Non, ça va pas être facile. Je pense que du point de vue européen, il est urgent d'arrêter cette folie qui consiste à avoir la Russie dans une posture de plus en plus hostile vis-à-vis de nous. Voilà. À tous les points de vue, historiques, culturels, économiques, énergétiques. Enfin, je veux dire, on est en train de se suicider, littéralement. Voilà. Donc ça, il faut arrêter ça. Après, au Moyen-Orient, eh bien, il faut faire en sorte que peut-être la Palestine trouve quelques nouveaux alliés qui fassent en sorte que peut-être Israël, avec un autre gouvernement, ait intérêt à autre chose qu'à poursuivre ce qui est en train de se poursuivre à Gaza. Hein, ça s'est arrêté, mais à cause de la polio, le retour de la polio à Gaza. C'est quand même. On est au Moyen-Âge, là. Voilà. Je dirais plutôt que ça s'est calmé que ça s'est arrêté. Parce que, en fait, non, mais bien sûr. Non, mais oui. Et c'est difficile d'imaginer un autre gouvernement israélien pour l'instant avec la capacité de Netanyahou de se cramponner au pouvoir. Même il a réussi à sortir une coalition de son chapeau alors que tout le monde disait mais comment il va faire? Et depuis, malgré les manifestations monstres qu'il y avait pendant un an par rapport à sa réforme judiciaire, voilà, il y a eu l'attaque du 7 octobre. Et donc du coup maintenant il est quand même plus que jamais au pouvoir. Malheureusement, j'ai envie de dire pour le peuple palestinien. Oui. On va prendre une dernière question de Florence M qui dit: pourquoi n'entendons-nous jamais parler d'une opposition en Ukraine comme on en entend parler en Israël, par exemple? Est-ce qu'il n'y en a tout simplement pas? Ah non, il n'y en a pas. Ah non, mais il n'y a plus de parti, il n'y a plus de presse indépendante, il n'y a plus rien en fait. Hein, non, tout le monde est bien gentiment en train de se remplir les poches à la Rada et à attendre que les subsides tombent, n'est-ce pas? Et tout le monde est dans cette
posture évidemment très martiale vis-à-vis de la Russie, même si tous ces gens-là, évidemment, non seulement ne vont pas au front, leurs enfants non plus, leurs parents non plus, tout ça, voilà. Ça, c'est bon pour le bon peuple ukrainien qui, lui, va se faire trucider pour rien, mais parce que ça rapporte beaucoup. Voilà. Donc moi, je suis écœurée, totalement écœurée. Donc non, la démocratie en Ukraine, vous savez, depuis 2014, déjà en 2004-2005, il y avait une première tentative de renversement. Ça s'est maintenu bon an, mal an. Et le président Yanukovych n'était pas non plus un parangon de démocratie. Il ne faut pas non plus... voilà. Mais là, avec l'arrivée de Poroshenko... de Yatsenyuk, enfin toute l'équipe je dirais pas qu'elle a pris l'avion de Washington, mais pas loin. Enfin, le casting a été fait à Washington. Là, on n'est plus du tout dans une configuration d'un régime démocratique. On est dans une configuration d'un régime proxy qui agit pour le compte des États-Unis et de la Grande-Bretagne et d'un certain nombre d'autres, mais enfin surtout pour le compte des États-Unis, contre la Russie, qui en recueille des prébendes colossales et qui conserve cette posture tant qu'on lui demande de la conserver et tant qu'il a intérêt à la conserver. Voilà, parce que sinon, il est évident que l'intérêt du peuple ukrainien, c'est d'arrêter les frais, d'arrêter la guerre, de commencer à avoir une discussion à peu près correcte entre responsables russes et ukrainiens et de trouver les moyens d'apaiser tout ça et de reneutraliser l'Ukraine. Je suis désolée, je pense que la sécurité de l'Ukraine, c'est sa neutralisation. Le problème, c'est que chaque jour qui passe, il y a un peu moins de territoire à neutraliser, si vous voulez. Voilà. Et on peut ajouter aussi que déjà avant la guerre, c'était un des, je crois, 10 pays les plus corrompus au monde, selon les différents classements. Donc la corruption, ça n'aide pas à la démocratie, évidemment. Voilà, je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière question. Ça fait 1h27 que l'on est ensemble. Ça rejoint un petit peu les premières questions. C'est Augustin Dominguez qui dit bonjour, pourrions-nous imaginer en cas d'escalade et attaque de Moscou par nos missiles la destruction des usines de fabrication de ces missiles dans nos pays respectifs en réplique russe? Bah là, si c'est ça, c'est la fin. Hein, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. C'est pour ça que tout ça est tellement absurde. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on espère? Moi, j'ai du mal à savoir. Qu'est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on espère que Vladimir Poutine sera intelligent, plus intelligent que nous, et finalement va se laisser déborder pour ne pas arriver à la guerre mondiale? Ou est-ce qu'on espère pouvoir aller si loin qu'on arriverait à le faire tomber? J'aimerais bien voir ça. Il est passé de 78 à 75% de taux de popularité dans les derniers sondages. Bon. Je ne ferai pas l'offense à nos dirigeants européens. Voilà, on va me dire tout est faux en Russie, les sondages sont faux, etc. Tandis que chez nous, c'est bien connu, ils sont très vrais. Bon. De toute façon, enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on espère ça? Est-ce qu'on espère qu'on va arriver à le dégager finalement, démembrer la Russie? Alors là, comme on y va, mais même sans démembrer la Russie, avoir derrière lui quoi? Un plus tendre, un plus doux, un plus gentil, un nouveau Yeltsin peut-être, parce que c'est quand même ça notre rêve. Nous, on aime les Yeltsin. Nous, on aime les hommes, voilà, qui portent beau, qui boivent beaucoup, qui sont aussi très corruptibles et qui font en sorte que, nos intérêts économiques soient dûment représentés dans le pays. Voilà. Bon, ça, je pense que le nouveau Yeltsin, je suis pas sûre qu'il ait une durée de vie très importante à Moscou. En revanche, les ultras russes, il y en a. Hein, il y en a. Il y a des gens. Il y a des gens bien pires que Vladimir Poutine. Bien pire. C'est pour ça que l'obsession Poutine, elle est suicidaire pour moi. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle pour nous. Et encore une fois, c'est nous, les Européens, qui sommes en première ligne. Même si Lavrov a dit dans ses dernières déclarations quelque chose qui est assez inquiétant. Il a dit, oui, les Américains s'imaginent qu'ils ne seront jamais touchés, que
il n'y a que les Européens qui vont payer à leur place et qui seraient touchés par éventuellement nos armes en cas d'escalade dramatique. Bon, de l'air de dire, il faut arrêter de rêver votre life. Vous aussi, vous êtes éventuellement en danger. Bon, mais si vous voulez, c'est quand même pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut à la fin, qu'est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on espère démembrer la Russie? Mais on rêve éveillé. Voilà. Donc la Russie, elle est là, elle a été poussée, vraiment poussée, elle a réagi, et maintenant, eh ben, c'est le rouleau compresseur russe. Donc il faut arrêter cette folie de mon point de vue. Voilà. D'autant que la Russie n'est pas du tout isolée comme on le prétend ici en Occident. Pas du tout isolée, et de moins en moins, et plus on cherche à déstabiliser d'autres parties du monde, plus on va avoir affaire à forte partie, et plus on va renforcer le couple sino-russe. Voilà. Comme vous l'avez dit. Alors, il y avait 2 questions qui, à mon avis, sortent du champ de Paix et Guerre. Je vais les mentionner juste parce que vous animez une chaîne de géopolitique et non pas de politique au sens strict. Et donc les 2 questions sont les suivantes, mais ça montre aussi pas le désespoir, mais si, c'est entre l'inquiétude et le désespoir qu'on peut partager. C'est Julien B qui dit « Votre analyse est partagée par de nombreux protagonistes. Et après, comment pouvons-nous emprunter une autre voie que celle qui nous est prédestinée ?» Et l'autre question, c'est Eden Stranak qui dit « Comment résister, comment se rassembler ?» Là, c'est des réponses qui sont plus géopolitiques, mais politiques. Donc, on ne va pas forcément y répondre, je crois. Moi aussi, je cherche. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Mais je pense que s'il y avait un leitmotiv, ce serait déjà de changer. Bon, il faut trouver une figure, mais les intérêts de la France ne sont pas négociables. Ils existent et ils ne sont pas négociables, et nous ne pouvons pas continuer de faire comme s'ils n'existaient plus, en fait, juste. Voilà. Une des clés sera peut-être de sortir de l'OTAN, ou au moins du commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est un gros débat, mais voilà, je pense que ce serait un bon début. Il y a Sam qui dit à quand Alain Juillet et vous pour remplacer Darius Anko sur LCI? Alors, Alain Juillet et moi, vous êtes plein d'intuition, peut-être bientôt, mais pas sur LCI. Pas sur LCI. Sur Paix et Guerre, peut-être. Sur Paix et Guerre, je l'espère. Et enfin, donc, une question de Aléro Boulot qui dit « Bonjour, question terre à terre, je suis donateur. Est-ce que ce don me donne accès à vos nouveaux programmes ?» Vous êtes donateur sur quel… Alors, si vous êtes sur Tipeee, vous n'avez pas accès pour l'instant au… Non, non, parce qu'en fait, Tipeee, non, c'est autre chose, ça. Je suis désolée. Non. En fait, le cercle Paix et Guerre, mais c'est pas des sommes… enfin, vous allez me dire que c'est toujours trop cher, mais bon, de toute façon, c'est difficile de faire moins. Alors, à ce stade, je pense qu'il serait intéressant d'annoncer que d'ici quelques mois, Paix et Guerre sera doté également d'un site internet, et que via les sites internet, les internautes pourront vous écrire, et notamment ceux qui ont par exemple fait un gros don sur Tipeee et qui vont peut-être profiter d'un abonnement gratuit pendant 1 an. Je pense que ce sera de l'ordre du possible. Oui, non, mais bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il faut que je comprenne comment tout ça marche. Et c'est pas simple non plus. Oh, non, même moi qui suis webmaster, je peux vous dire, c'est très compliqué, ça change tout le temps en plus. Donc, monsieur, d'abord, je vous remercie de votre don. Effectivement, ce qu'évoque Raphaël peut être possible pour les dons d'un certain niveau, ce qui est sans doute votre cas. Mais pour l'instant, je sais pas faire en fait ça. Voilà, pour être clair, hein, je suis désolée, je sais pas tout faire. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps cet été à essayer de comprendre plein de trucs. Je suis navrée, je suis incompétente sur certains sujets, mais je me fais aider par Raphaël, par d'autres. Il y a Nathan qui m'aide maintenant. Voilà. Donc tout ça va s'améliorer, va se rationaliser, va devenir de plus en plus intelligent et cohérent.
Voilà, mais pour l'instant, c'est vrai, Tipeee Tipeee, il y a pas beaucoup de dons, alors on s'est trompé aussi dans les liens, mais de toute façon, le cercle, fallait le faire et il fallait le faire sous c'est YouTube qui enfin, je veux dire, il faut le faire sous forme d'abonnement, ça marche comme ça, quoi. Donc après, on décide, des montants et cetera. Donc moi, j'ai mis des choses qui m'ont paru, très Raisonnable. accessibles. On peut pas les changer, on peut changer ce qu'on met dedans. Enfin bon, bref, je vais pas vous embêter avec tout ça. C'est très très enquiquinant déjà, mais voilà, on verra tout ça. Mais effectivement, c'est bien de mentionner le site qui n'est pas en place, qui va l'être à un moment donné. Et qui permettra aussi de me retrouver sur certaines choses et sur d'autres choses d'ailleurs que j'envisage de mettre en place, mais là, strictement sur le site. Voilà. Voilà, donc l'équipe c'est en train de se mettre en place. Il faut juste nous Oui, laisser quelques semaines de oui, plus parce que c'est vrai que le succès de votre chaîne a été fulgurant. oui, Voilà, et donc on remercie tous les internautes j'espère que ça va continuer. qui partagent et qui soutiennent votre chaîne parce que c'est Oui. eux qui font le succès de votre chaîne. Ah ben tout à fait, tout à fait. Je vous remercie tous et effectivement les moyens que vous me donnez, voilà, me permettent de faire aussi. Là, j'ai acheté une caméra, mais bon, je n'ose pas faire de promesses pour l'instant. Voilà, vous verrez progressivement les améliorations. Voilà. Donc merci en tout cas à tous et merci de votre attention et donc bah, la prochaine fois ce sera mercredi prochain, Mondoscopie et dans la foulée, les clés du monde pour les femmes, membres du cercle. Et donc, venez nombreux au cercle. Voilà. Avec, en plus de Tipeee, ou sans Tipeee. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence en masse. Vous avez été au plus fort 4000 en même temps, 4000 internautes à nous suivre, ce qui est considérable. C'est Donc, formidable. merci à Caroline Galacteros Merci pour à toutes vos analyses et toutes vos informations et Merci. votre sourire.